Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Daniel Claire et la Trouve. Nous sommes mercredi 29 avril 2026. Bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principaux titres. L'impunité au Burundi est pointée du doigt après un cas de justice populaire. Un sociologue alerte sur une dérivée inquiétante. Ce mercredi, dans la province de Gitega, il y a lancement d'une vaste campagne de vaccination contre le cancer du col de l'utérus. Près d'1 million de jeunes filles est ciblée. Et enfin, nous allons vous faire entendre dans ce journal, comme tous les mercredis, dans l'émission Au cœur de la société, comment la candidature d'Évariste Ndayishimiye en 2027 est contestée par acteurs politiques et défenseurs des droits humains. C'est tout pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Ouvrons ce journal par la page droits de l'homme où le ministre de la Justice et le procureur général de la République et le directeur de la prison centrale de Mimba sont les trois autorités appelées à répondre de l'injustice qu'est subie le détenu Christian Claude Butoyi. Souffrant de troubles mentaux, il est détenu depuis bientôt 12 ans en violation de la loi pénale burundaise. Maître Janvier Bigirimana appelle le chef de l'État à faire preuve de plus de courage et à libérer Christian Claude Butoyi, au lieu de préserver dans le déni de justice et qui caractérise son dossier d'emprisonnement depuis son arrestation. Suivez Maître Janvier Bigirimana. Il est anormal que M. Christian Butoyi vienne de passer plus de 10 ans en prison alors qu'il n'a commis aucune infraction, alors que c'est un malade mental connu de tout le public. Nous pensons que les autorités burundaises ont péché par omission, mais aussi ont péché par action. On ne devrait pas emprisonner un malade mental, nous dit la loi pénale burundaise, plus particulièrement l'article 25 du code pénal burundais, précise clairement que les malades mentaux ne peuvent pas être poursuivis pour avoir commis une quelconque infraction. Mais dans le cas d'espèce, non seulement Christian Butoyi n'a commis aucune infraction, mais nous savons que les auteurs de l'assassinat des 3 sœurs d'origine italienne en 2014 n'ont pas été inquiétés par la justice burundaise. On a cherché tout simplement des boucs émissaires. Un autre aspect donc qui est inquiétant, ce sont les propos qui ont été tenus par le chef de l'État qui ose affirmer que ce cas n'est pas un cas connu ou tout simplement que ceux qui se lamentent devraient faire quelque chose pour que la situation puisse changer. Nous pensons que c'est un déni de justice, c'est un déni non seulement de reconnaître les fautes commises, mais aussi c'est un déni de pouvoir avancer, de pouvoir corriger ces aberrations qui ont caractérisé le dossier d'emprisonnement de Christian Butoyi. En tant que chef de l'État, il est supposé être magistrat suprême. Nous pensons qu'il aurait dû prendre des mesures courageuses ou instruire à des autorités compétentes pour que elle puisse être remettre en liberté parce que son emprisonnement est une honte pour les autorités burundaises, c'est une honte pour le chef de l'État, pour le ministre de la Justice, mais aussi pour d'autres autorités, notamment le procureur général de la République ainsi que les responsables de la prison de Mimba où il est détenu aujourd'hui. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Alfred Ahingedjedje, le ministre de la Justice, Rose Morelimana, procureur général de la République, ainsi que colonel Abdul Ndimurukundo, directeur de la prison centrale de Mimba. Comme je vous le disais en titre, dans la rubrique justice, l'impunité qui s'observe dans le pays favorise la poursuite des crimes commis par des individus qui n'en redoutent aucune conséquence. C'est du moins l'analyse du sociologue Paul Nkunzimana
après que samedi dernier, un habitant de la zone Kavanga en commune Egisuru de la province de Burumuza, accusé d'avoir assassiné sa belle-mère, a été tué avant d'être brûlé par la population sous les yeux des policiers. Selon cet expert, de tels actes traduisent une dégradation inquiétante de la situation dans le pays qui nécessiterait des mesures urgentes pour être redressées. Suivez-le. Bon, au sujet de l'origine de tout cela, je pense que ce n'est un secret pour personne. Le Burundi est un pays qui est aujourd'hui dans un état de composition assez avancé. Et aussi, on observe que des crimes, que ce soit des crimes de sang ou des crimes économiques, sont souvent impunis. Et aussi, il y a à indiquer que ceci se trouve en conjonction avec, disons, la dislocation du pays sur la base d'une certaine impasse au plan économique. Donc, dans un contexte où, en fait, tous les Burundais sont pauvres, il y a maintenant, s'agissant, disons, de ce qui devrait être fait. D'abord, il s'impose la nationalisation des richesses de ce pays. Il y a aussi la nécessité urgente de châtier, disons, les crimes, quelle que soit leur nature, parce que ceci entraîne effectivement que les populations, dans certaines circonstances, disons, se fassent justice elles-mêmes. Et il y a aussi la nécessité urgente de l'annulation des mesures de hausse des prix, des taxes, des impôts, etc., etc. Il y a aussi la nécessité urgente, disons, d'une augmentation généralisée des salaires, de pensions et de bourses d'études gratuites pour tous les étudiants et indexées au coût de la vie. Et enfin, il y a la nécessité d'instaurer et d'assurer les libertés démocratiques. Donc, il s'agit là de quelques mesures qui s'imposent de manière urgente. Dans la librairie gouvernance, certains administratifs issus de toutes les provinces du pays demandent d'être traités au même pied d'égalité que les autres fonctionnaires de l'État. Depuis qu'ils sont entrés en fonction il y a de cela 8 mois, ils n'ont jamais touché de salaire, d'où ils demandent d'être régularisés. Plus de détails avec Josiane Mouzaneza. Ces administratifs qui se disent lésés sont classés en 2 catégories. La première catégorie comprend ceux qui sont entrés en fonction au mois d'août 2025 après la nouvelle délimitation territoriale. Il s'agit notamment des administrateurs et de leurs conseillers ainsi que des conseillers et des gouverneurs. Depuis 8 mois, ils attendent en vain de toucher leur salaire. La deuxième catégorie est faite de ceux qui n'ont pas gardé leurs anciens postes et qui attendent toujours les réaffectations leur promis. Tout ce monde n'a pas touché de salaire depuis 8 mois, une situation qui les inconforte, surtout qu'ils ne sont plus à mesure de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Cet administratif de la province Burunga qui s'est confié à la RPA témoigne. Ils ont coupé tous les salaires. Il y a ceux qui n'ont toujours pas été réaffectés, même ceux qui sont en fonction n'ont toujours pas été rémunérés et leurs comptes ont été bloqués. Le gouvernement doit prendre conscience qu'on est dans une impasse. Nous avons des familles à notre charge et nul n'ignore la précarité dans laquelle vivent bon nombre de Burundis. Assurer la scolarité de nos enfants, nourrir nos familles et les faire soigner est un combat de titans. Que le gouvernement se ressaisit et nous rétablit dans nos droits. À 2 jours seulement de la célébration de la journée du travail et du travailleur, ces administratifs demandent au gouvernement de cesser cette politique de 2 poids 2 mesures et traiter tous ses employés au même pied d'égalité afin qu'ils puissent continuer à vaquer à leurs occupations et faire ce pourquoi ils ont été appelés dans des conditions favorables. Merci à toi, Josiane Mouzaneza. Dans la rubrique santé, depuis ce mercredi 29 avril, de la campagne de vaccination contre le cancer du col de l'utérus dans tout le pays. Le lancement des activités de cette campagne a eu lieu au stade situé tout près de l'hôpital de Kibimba, dans la province de Gitega, et elles ont été rehaussées par la première dame Angéline Ndaïchimiye. Les groupes ciblés de cette campagne sont des jeunes filles de 9 à 14 ans. Les activités de cette campagne
campagne se déroule de ce mercredi à jeudi puis lundi de la semaine prochaine au sein de toutes les écoles fondamentales. Pour les filles scolarisées, celles non scolarisées se dirigeront dans les centres de santé. Au cours de différentes sensibilisations pour la préparation de cette campagne, le ministère de la Santé et de lutte contre le sida a annoncé que les effectifs de ces jeunes filles qui seront protégées de ce cancer de col de l'utérus sont estimés à 1 million. Ce même ministère a indiqué que 1500 femmes attrapent de cette maladie chaque année au Burundi et plus de 1000 cas parmi elles meurent. Diagnostiquer à temps, le cancer du col de l'utérus peut être guéri si le malade se fait soigner à temps, comme l'indique le ministère de la Santé. Dans la rubrique foncier, le délai de paiement relatif à l'obtention du titre foncier sécurisé a été prolongé. Dans un communiqué rendu public lundi dernier, le responsable chargé du département des terres au ministère de la Justice, Salomon Nivigira, a annoncé que ce délai prendra fin le 30 mai 2026. Salomon Nivigira avait récemment déclaré à la radio-télévision nationale qu'au cours du mois d'avril écoulé, seulement 20% des personnes se sont présentées dans les 4 centres où s'effectue la conversion des anciens titres fonciers vers les nouveaux. Les chiffres enregistrés sont les suivants. 112 dossiers à Makamba, 1485 à Gitega, 1319 à Ngozi et 3123 à Bujumbura. Il est en outre précisé que toute personne ayant soumis son titre pour traitement reçoit un reçu de dépôt. Pour celles qui auraient besoin d'utiliser leurs documents en attendant, une mention attestant du paiement au dos du titre, afin de ne pas entraver leur démarche. Économie à présent, durant les 6 dernières années du pouvoir du président Évariste Ndayishimiye, le Burundi a atteint un niveau de dégradation économique jamais connu depuis les 50 dernières années. Analyse faite par André Nikwigidze, expert en matière d'économie. Cet expert, qui suit de près l'évolution économique du Burundi, dresse un bilan désastreux de la situation économique actuelle du pays. Je vous prie d'écouter André Nikwigidze, expert en économie. Durant les 6 dernières années du pouvoir d'Évariste Ndayishimiye, l'économie burundaise s'est détériorée de manière, je dirais, catastrophique. Les Burundais sont extrêmement pauvres, les Burundais souffrent de la faim, les prix des denrées alimentaires et de première nécessité augmentent chaque jour, c'est du jamais vu. Et les enfants, du fait de la sous-alimentation, rencontrent des problèmes de croissance. Les jeunes élèves, quant à eux, à cause de la faim, abandonnent les écoles pour aller dans les villes ou les pays voisins pour y chercher leurs moyens de subsistance. Les hôpitaux et centres de santé n'ont plus de personnel médical suffisant, pas de médicaments, et certains médecins abandonnent leur poste pour aller travailler ailleurs. La jeunesse n'a pas d'emploi, du fait de la conjoncture économique difficile. Et le pays vient de passer plus de 5 ans avec des problèmes de carburant. Beaucoup de Burundais n'ont pas accès à l'électricité et vivent dans des délestages permanents. Les infrastructures routières sont fortement dégradées, ce qui handicape la circulation des véhicules. La plupart des entreprises publiques ont été fermées et celles qui sont restées encore sont en difficulté. Bref, la situation économique est qualifiée de catastrophique et la liste des problèmes économiques est longue. Je ne pourrais pas la terminer. Je voudrais néanmoins ici dire que la détérioration des conditions économiques à laquelle fait face le pays durant les 6 dernières années du pouvoir d'Évariste Ndayishimiye est inédite. Le Burundi n'a jamais connu un tel niveau de dégradation depuis 50 dernières années. Je le dis non pas en consultant des rapports publiés par les organisations internationales, mais parce que moi-même j'ai suivi régulièrement l'évolution économique du pays. Même dans les moments extrêmement difficiles qu'a connu le Burundi, l'économie n'a jamais été aussi désastreuse qu'aujourd'hui. Ce qui est plus déplorable dans tout cela, selon André Nikwigidze, c'est que le chef d'État se montre totalement insouciant des malheurs qui frappent le peuple burundais dans tous les domaines du pays, alors qu'il devrait se montrer un vrai leader qui répond aux besoins essentiels de son peuple. Écoutez encore une fois André Nikwigidze. Ici, plusieurs questions méritent une attention particulière.
Premièrement, malgré que la majeure partie de la population burundaise vive dans la pauvreté extrême, il n'empêche que certains proches du pouvoir et leurs amis pillent le pays, pillent les ressources du pays au vu et au su de tout le monde, sans être inquiétés. Les minerais sont exploités et exportés, mais les recettes ne rentrent jamais dans les caisses de l'État. Le café de même. Deuxième sujet de préoccupation est que malgré la situation que vivent les populations, leur leader, qui est le président de la République, ne semble pas s'émouvoir outre mesure de cette situation. Au contraire, il leur lance des messages que s'ils sont pauvres, c'est de leur faute, car ils ne travaillent pas. Qu'ils n'ont qu'à prendre l'exemple sur lui, puisque lui n'est pas pauvre et qu'il mange ce qu'il veut. Sur la question de pénurie de carburant, il leur dit souvent que ce n'est pas sa préoccupation première et que ceux qui ont besoin de carburant n'ont qu'à aller le puiser dans les entrepôts de Dar es Salaam. Et concernant ceux qui dilapident les ressources de l'État, il affirme qu'il les connaît bien et qu'il leur demande gentiment d'aller remettre l'argent volé dans les caisses de l'État. Mais quand tout état de cause, qu'il le remette ou pas, il ne va jamais les démettre. La troisième question de préoccupation concerne les budgets votés pour aider les populations à disposer des engrais et semences sélectionnés et qui ont été récupérés par les dignitaires du pouvoir et leurs amis, pendant que les cultivateurs qui espéraient avoir des engrais pour leurs champs restent dans le désarroi. Enfin, le quatrième sujet de préoccupation concerne les importantes ressources budgétaires provenant des impôts des contribuables qui sont affectés à l'achat des armes et munitions pour alimenter les conflits dans la région des Grands Lacs. C'est la première fois, je peux vous dire, que dans l'histoire du pays, que le budget de la défense atteint un niveau aussi élevé du produit intérieur brut, à savoir 4%, dans un pays qui se déclare être paisible. Autant de questions qui intriguent l'avenir du pays. Et je voudrais ici, pour terminer, souligner que pour être leader, surtout dans le pays, c'est une grande responsabilité qui ne doit pas être prise à la légère. Un leader se doit de travailler jour et nuit, se donner corps et âme pour répondre aux besoins essentiels des populations qui lui ont été confiés. L'analyse d'André Nukudizé vient après l'analyse du parti CNDD-FDD de la candidature du président d'Évariste Ndayishimiye pour les élections présidentielles prévues en 2027. C'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société. Dans ce mini-magazine, nous allons revenir sur Évariste Ndayishimiye, qui a été choisi par le CNDD-FDD pour le représenter dans les élections présidentielles de 2027. La plupart des politiciens et les défenseurs des droits de l'homme indiquent qu'Évariste Ndayishimiye ne mérite pas d'être mis en avant si on considère ce qu'il a fait pour le Burundi, qui ne cesse de reculer dans plusieurs domaines de la vie nationale. Au cœur de la société vous est présenté par Désiré Hatungimana. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Bonjour et bienvenue dans son mini-magazine au cœur de la société, préparé en synergie par les radios Inzamba, Radio Renaissance et la RPA. Au micro, vous êtes avec Désiré Hatungimana. Dans ce mini-magazine, nous allons revenir sur la candidature d'Évariste Ndayishimiye aux élections présidentielles de 2027. Choisi par son parti, le CNDD-FDD, Ndayishimiye va briguer en son mandat après 7 ans au pouvoir. Pendant cette période, le Burundi a reculé sensiblement dans plusieurs domaines de la vie du pays. Au niveau des droits de l'homme, les Burundais continuent d'être enlevés et tués. En témoignent les rapports des organisations de défense des droits humains en justice. On constate toujours des emprisonnements abusifs et en économie, rien ne va. Pas de nourriture, pas de carburant, pas de devises. En un seul mot, le pays va mal. Les politiciens burundais se posent la question de savoir ce qui a guidé un parti politique de choisir comme candidat quelqu'un comme Ndayishimiye, qui est à la tête d'un pays le plus pauvre du monde et qui n'a aucune solution pour l'avenir du pays. Encore une fois, bienvenue. Le parti CNDD-FDD a de nouveau accordé sa confiance à Évariste Ndayishimiye pour être son candidat
à l'élection présidentielle de 2027. Cependant, même s'il bénéficie du soutien de son parti, son bilan au cours de son premier mandat ne satisfait pas de nombreux Burundais qui ne sont pas membres de ce parti. Ceux-ci dénoncent notamment la pauvreté persistante qui frappe le pays, l'insécurité, la montée de la corruption, une justice instrumentalisée par le pouvoir de Ndayishimiye, ainsi qu'une impunité généralisée. Plus de détails avec Révérien Bazikamou. Arrivé au pouvoir en 2020, après le décès de Pierre Nkurunziza, Evariste Ndayishimiye avait promis beaucoup de choses au Burundi, tout en critiquant son prédécesseur qu'il accusait d'avoir échoué à mettre en œuvre plusieurs projets essentiels pour le pays. Cependant, l'espoir qu'il avait suscité n'a pas duré longtemps. À partir de 2022, une grave pénurie de carburant a commencé à se faire sentir. Avec le temps, la situation s'est aggravée au point d'atteindre un niveau jamais connu auparavant au Burundi, devenant un véritable casse-tête jusqu'aujourd'hui. Cette pénurie est en grande partie liée au manque de devises étrangères. Ce qui surprend de nombreux Burundais, c'est que malgré toutes ces difficultés, le chef de l'État agit comme si le pays vivait une situation normale. Un autre aspect marquant de ce mandat est l'écart entre ses paroles et ses actes. Il a souvent suspendu certains responsables d'entreprises publiques, mais peu de temps après, ces derniers sont réaffectés à d'autres postes, alors même qu'ils étaient accusés de détournement de fonds publics. Cela renforce l'image d'un dirigeant incapable d'aligner ses discours avec ses actions. Il a également été entendu à plusieurs reprises se plaindre du comportement de ses proches collaborateurs, bien qu'il soit lui-même celui qui les nomme. Beaucoup y voient une tentative de se dédouaner, de se présenter comme irréprochable, une stratégie déjà utilisée par Pierre Nkurunziza, qui se disait lui aussi souvent trahi par son entourage, comme pour démontrer sa bonne volonté au service du pays. Le secteur de la justice est marqué par de nombreux dysfonctionnements, corruption, jugements biaisés. Des juristes affirment que la justice est devenue un instrument pour réprimer toute personne opposée au pouvoir de Ndayishimiye. La pauvreté, tant en milieu rural qu'urbain, s'aggrave de plus en plus. Pendant ce temps, Ndayishimiye encourage la population à cultiver comme lui, affirmant que lui et sa famille ne souffrent pas de la faim et mangent ce qu'ils veulent. Dans le domaine de la sécurité, la Ligue des droits humains ITK rapporte dans l'un de ses documents que plus de 130 personnes ont été portées disparues après avoir été arrêtées par les forces de sécurité, plus de 2000 ont été tuées et plus de 200 personnes ont été torturées. Selon les rapports d'organisations de défense des droits humains, ces violations sont commises par les agents de l'État, mais aussi par des miliciens, des jeunes affiliés au parti au pouvoir, les Imbonerakure. Sous le régime de Ndayishimiye, la corruption a pris une ampleur considérable. Lui-même est cité dans plusieurs dossiers, notamment liés à l'exploitation minière et au détournement des fonds destinés à la construction du barrage de Manda, alors qu'il avait lui-même promis de suivre personnellement ce dossier. Les opposants au parti CNDD-FDD estiment que le fait de lui accorder un second mandat signifie qu'il poursuit en réalité un projet du parti CNDD-FDD visant à maintenir son emprise sur le pays qu'il dirige depuis 2005 malgré les dérives constatées. Merci à Révérien Bazikamou. Au sein du parti de l'opposition MSD, on estime que reconduire Evariste Ndayishimiye à l'élection présidentielle est une perte de temps. Selon ce parti, après 20 ans de pouvoir du CNDD-FDD dont il est issu, il est évident que ce dernier a échoué à diriger le pays. Epitas Chimilimana, porte-parole du parti, rappelle que durant toutes ces années au pouvoir, presque tous les besoins essentiels ont progressivement disparu dans le pays. Selon lui, accorder un nouveau mandat de 7 ans au président Ndayishimiye ne ferait qu'aggraver les souffrances déjà vécues par les Burundais. Écoutons-le. S'il y avait au Burundi une véritable préparation d'élections fondée sur la démocratie, dès qu'il a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle avant-hier, celle-ci aurait immédiatement été contestée pour violation de la loi en entrant en compétition avant le moment prévu, alors qu'il occupe encore les fonctions de chef de l'État. Quand on observe ce qui se passe quotidiennement dans le pays, les personnes portant les tenues du parti CNDD-FDD ne se distinguent en rien d'une campagne électorale déjà lancée.
Je ne vois pas non plus pourquoi on dépense d'importantes sommes d'argent estimées en milliards alors qu'ils cherchent à continuer à gouverner sans passer par les élections, comme l'a déclaré Ndayishimiye en disant que, selon lui, les élections ne sont pas nécessaires. Le parti CNDD-FDD est au pouvoir depuis plus de 20 ans. À part les inquiétudes et les larmes des Burundais, c'est tout ce que l'on retient de sa gouvernance. Prenons le mandat actuel de Ndayishimiye. À part la dégradation du pays, il est clair qu'il n'a pas su gouverner. Ce qu'il a réussi à faire, c'est aller divertir les Burundais et leur jouer une sorte de comédie alors qu'ils vivent dans la difficulté. Il n'a pas été capable de résoudre la crise du carburant au Burundi. Les années qu'il a passées au pouvoir sont celles où le carburant est devenu de plus en plus introuvable. De même, les engrais et les devises étrangères sont devenus rares. Les assassinats, les arrestations arbitraires, les disparitions et les spoliations de biens sont ce qui caractérise le pays. Cela signifie que cette année supplémentaire risque d'être un fardeau pour les Burundais et d'aggraver encore davantage la souffrance accumulée durant toutes ces années de pouvoir. Du côté de l'Olicom, engagé dans la lutte contre la corruption et les malversations économiques, l'analyse est similaire. Gabriel Oufchiri, président de l'Olicom, appelle le CNDD-FDD à présenter un nouveau programme, étant donné que leur incapacité à gouverner s'est manifestée au cours des 20 dernières années. Selon lui, des dirigeants qui ne privilégient pas les experts et les compétences, qui ne favorisent pas la cohésion nationale et qui ne défendent pas la justice, ne peuvent conduire le pays qu'à une régression continue. Écoutons Gabriel Oufchiri. Le CNDD-FDD est au pouvoir depuis 20 ans. Il ne faut pas l'oublier. Qu'ils nous présentent une nouvelle approche pour résoudre les problèmes que nous vivons. Qu'ils acceptent aussi que nous les conseillons, car ceux qui sont dans leur parti ne leur disent pas la vérité. Lorsqu'ils disent que 1000 personnes ont participé à un congrès, cela ne signifie pas que ces personnes se réunissent toutes pour réfléchir ensemble. Cela n'existe pas. Il est difficile de continuer dans ce système de manipulation pendant que la population reste passive et que le pays continue de reculer. Pour que le pays puisse sortir de la situation actuelle et avancer, il y a 3 choses importantes à faire, à condition que ceux qui dirigent acceptent de sortir de leur zone de confort. Premièrement, il faut mettre en avant les compétences. Aucun pays au monde ne s'est développé sans valoriser les experts et les connaissances. Or, dans notre pays, de nombreux dirigeants estiment que les personnes instruites ne servent à rien. Deuxièmement, il faut renforcer la cohésion sociale. Les Burundais d'autrefois reposaient sur la solidarité, celui qui avait aidé celui qui n'avait pas. Aujourd'hui, plus de 200 000 personnes sont réfugiées, des milliers d'autres sont en prison. Il existe une petite élite de dirigeants très riches, tandis que les citoyens ordinaires marchent à pied, faute de carburant. Dans ces conditions, peut-on parler d'unité? Troisièmement, il faut garantir la justice. Aucun investisseur ne viendra dans un pays en sachant que ses droits ne seront pas protégés. Cela est impossible. C'est par ici que nous mettons un point final à ce mini-magazine au cœur de la société. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous mercredi prochain. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que nous clôturons le journal en français de ce mercredi 29 avril 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Dany Claire Ilatrumba. Bonne soirée chez vous.